oui, non, non, oui, oui, oui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles. Je suis ravie de te retrouver et d'accueillir aujourd'hui Virginie Lévy-Debruyne. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, Virginie, tu crées des huiles essentielles que je trouve absolument topissimes. Comme tu le sais, j'ai fait une grosse consommation de ton roll-on lavande menthe poivrée pour tout ce qui est piqûres de moustiques, de tiques, d'aoutats, tout ça. Et je le trouve absolument fabuleux parce que quand on a des grosses boursouflures qui sont en train de se créer et que ça gratte comme tout, bah, les boursouflures s'en vont à vue d'œil et puis l'envie de se gratter disparaît quasi instantanément. Mais tu crées aussi, tu as tout un ensemble d'autres créations olfactives que l'on peut retrouver sur ton site internet atria.com, HATRYA.com. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler de ton cheminement sur ton rapport aux plantes qui t'a amené à créer des parfums thérapeutiques et on peut le dire aussi, à avoir une certaine forme de communication avec les plantes. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, je vais te laisser te présenter, mais avant ça, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. D'abord parce que ça me montre que ça t'intéresse et donc ça me donne envie de continuer. Et puis en plus, ça m'aide à développer la chaîne. Mais revenons à toi, Virginie. Donc, je vais te laisser nous parler de ton parcours un petit peu plus en détail, s'il te plaît. Oui, en fait, mon histoire avec les plantes a quasiment commencé avec mon arrivée en Corse, il y a maintenant 25 ans. Avant, j'étais responsable d'édition à Paris, mais je me soignais quand même aux huiles essentielles. Hein. Il y avait quand même la plante déjà là, il ne faut pas rêver. Et donc, mais quand on est arrivé en Corse avec mon compagnon, j'avais plus d'activité professionnelle. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas faire, avoir faire quelque chose dans les huiles essentielles. Donc voilà, à force de rencontres, etc., on a fini par créer Atria en 2009 avec mon compagnon, enfin mon ex-compagnon maintenant, moi c'est moi qui m'en occupe évidemment et qui est développé peu à peu l'entreprise et qui est développé aussi mes connaissances, mes capacités à créer des huiles de massage, à faire des outils thérapeutiques, parce que je me suis vraiment consacrée à la thérapie pour le coup, c'est à l'aromathérapie. Mais quand même, cette création d'huiles essentielles, ça t'appelait ou parce qu'entre les utiliser et en produire, il y a quand même un grand chemin, quoi. Donc, il y avait quelque chose, c'est une opportunité qui s'est présentée. Comment ça s'est fait? Oui, enfin la vie, c'est aussi une succession d'opportunités et je crois que j'ai saisi celle qui s'est présentée à moi et on a acheté un alambic et je me suis rendu compte que c'était mon truc en fait. C'est-à-dire que la première distillation d'Immortel que j'ai faite en 2009, ça a été une révélation, ça a été un bouleversement en fait, tant en termes, dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Et c'est pas pour rien que j'ai appelé la société Atria, qui est H-A-T, donc T-R-Y-A, mais qui est surtout la retranscription de l'hébreu Atria, qui veut dire la renaissance. Ah, d'accord. Ça a été vraiment une explosion de plein de choses, en fait. C'est-à-dire, tu as senti en toi quelque chose de particulier Ça a été, oui, l'immortel. D'abord, c'est une plante emblématique de la Corse. Maintenant, elle est devenue incontournable. Mais il y a 15 ans, on la connaissait à peine. Et c'est une plante qui est tellement extraordinaire et qui va chercher tellement au fond de soi. Bon, après, on pourra en parler, hein, mais si on me branche sur le sujet de l'immortel, on en a pour des heures à parler parce que c'est une plante qui va soigner les chocs émotionnels, chocs physiques et chocs émotionnels. Alors évidemment, quand on la distille, on ne peut pas rester insensible, c'est-à-dire que ça nous brasse. On est véritablement dans une… Moi, j'aime bien évoquer la machine à laver, mais c'est exactement ça. C'est une machine à laver émotionnelle. Donc, chaque distillation, chaque période de distillation a été vraiment des périodes de compréhension, de prise de conscience, de tout ça, en fait.
Ah, mais parce que, enfin, comment tu l'expliques? C'est-à-dire que ce sont toutes les fragrances de la plante qui font que ça opère sur toi, ou c'est, je sais pas, c'est quelque chose sur un autre plan subtil? Comment tu l'expliques ce phénomène? Non, en fait, je pense que c'est le fait d'abord de respirer la plante quand on l'accueille, c'est de la manipuler quand on distille, on en a tout le temps sur les mains. Moi, Hmm. en plus, j'aime pas travailler avec les doigts, avec les gants ou des choses comme ça. Donc, on a vraiment, on est en direct avec la plante pendant à peu près 3 semaines, un mois. À tel point, c'est que quand on dit bonjour à quelqu'un dans un magasin, oh, tu sens l'immortel. On est dedans, on est plongé dedans quand on distille. Et moi, il se trouve que j'aime bien aussi distiller le soir et la nuit. Et je me suis rendu compte que quand je regarde l'huile essentielle couler, enfin avec l'eau florale, ça me met dans une forme de transe. Je Ah. suis capable de regarder couler pendant, en plus, une distillation dure à peu près 4 heures. Donc, voilà. Donc, Et c'est- hmm. est-ce que tu as constaté que ça avait aussi un impact sur la qualité, par exemple, l'heure à laquelle tu distilles, ou ça n'a rien à voir? Je ne sais pas, là, je ne pourrais pas te répondre. Je pense que ce qui fait la qualité de l'huile essentielle quand tu la distilles, c'est la manière dont tu la cueilles, bien évidemment, Mhm. quelle plante tu cueilles. Donc moi, je me suis fait une spécificité des plantes sauvages et des plantes de montagne sauvages, donc c'est encore autre chose. Et puis la manière dont tu la distilles. Alors j'ai un alambic en cuivre, je dois être une des seules encore à utiliser ce type de matériel. À feu nu, c'est-à-dire que c'est en dessous que ça se passe pour le feu. Donc c'est un procédé qu'on maîtrise à peu près le moins, j'ai envie de dire. Tu ne maîtrises pas ta température et ta pression, mais ça fonctionne très très bien. Et ça donne à l'huile essentielle une teinte particulière Hmm. et une odeur extrêmement particulière. L'échange avec le cuivre, hein. Hmm. Oui, c'est-à-dire que tu peux reconnaître à l'odeur une huile essentielle qui a été créée dans un alambic de cuivre ou dans un autre type d'alambic, c'est ça? Oui, si tu as le nez assez développé, oui, tu peux. D'accord. Et tu peux sentir, après, il faut avoir l'habitude et avoir la possibilité de sentir, d'avoir un grand échantillon à ta portée, mais tu peux reconnaître de quelle distillerie vient l'huile essentielle, par exemple. Hmm. Justement par cet alambic. Oui, par ça, par plein d'autres choses. Et puis, bon, moi, après, c'est ma caractéristique, mais je sens aussi la personne qui l'a distillé. Tu vois, il y a des huiles, par exemple. Oui, c'est rigolo, mais ça s'est vérifié à chaque fois. Donc, bon, je ne sais pas ça que je peux le dire, tu vois. Quand tu as l'impression qu'il faut aller chercher des… Quand tu sens une huile essentielle, d'ailleurs, c'est ton nez qui va te dire si c'est une huile de qualité ou pas. Euh, on- une huile essentielle, si elle t'embaume, si tu vois, si elle est ronde, si elle t'emplit l'espace intérieur, en général, c'est une bonne huile essentielle. Donc, vraiment, il faut faire confiance à son nez, même si on n'aime pas la plante, hein, attention. Hmm. Alors que quand ça agresse, quand c'est des odeurs un peu aiguës, que c'est pas très, on fait comme ça, c'est en général, il faut se faire confiance et que c'est pas une très bonne huile essentielle. Hmm. Oui, parce que c'est vrai que je vois vraiment la différence entre les huiles que tu produis et puis d'autres huiles qu'on peut acheter dans le commerce. Enfin, au niveau de l'efficacité, je vois clairement la différence, quoi. Donc, Oui, ouais. oui, bah, c'est la capacité après de choisir des huiles de qualité. Et on est bien d'accord qu'une huile essentielle de qualité va évidemment au niveau thérapeutique être bien plus performante qu'une autre, Hmm. qu'une qui serait de mauvaise qualité. Hmm. Ouais, avec la qualité aussi, ce que j'entendais dans ce que tu disais sur le procédé de fabrication, c'est que c'est un peu finalement comme un bon vin. J'imagine qu'il y a des très bonnes années et des années peut-être peut-être moins bonnes comme pour les vins ou pas? Oui, ça va surtout se traduire en termes de rendement. Il y a tu vois, en fonction du temps qu'il a fait l'hiver, s'il y a eu de la neige, pas de neige, de la pluie au printemps, pas de pluie, on va avoir un rendement plus ou moins différent. Mais Hmm. ce qu'il faut savoir, c'est que chaque distillation, en fait, quand je distille l'immortel, hein, on va rester sur l'immortel, a une odeur différente Hmm. en fonction de la maturité de la plante,
si tu l'as cueillie au matin, l'après-midi, si tu l'as attendue avant de la distiller. Voilà, chaque distillation, en fait, a sa propre odeur. Et Alors, je t'ai interrompu. J'imagine aussi qu'il y a l'énergie de la plante, parce qu'une plante qui a par exemple 6 mois ou 1 an, est-ce que ça produit la même odeur ou la même huile essentielle qu'une plante qui a 15 ans ou, tu parles de pied, là, tu parles oui, parce que quand on distille, on doit cueillir, distiller, cueillir, distiller. C'est pour ça que c'est des courses contre la montre et qu'on a très peu de temps pour produire. Mais effectivement, c'est ce qui fait toute la… Tu as raison. En fait, ce qui fait toute la différence, par exemple, entre une plante cultivée et une plante sauvage, c'est que je vois bien que dans les champs, les pieds ont une durée de vie de 3 à 5 ans, par exemple, pour l'immortel. Revenons à cette belle immortelle. Moi, en montagne, je croise des pieds qui ont 15 ans, 20 ans, qui sont toujours là. Et quand on veut faire du soin énergétique et des parfums thérapeutiques, il nous faut une plante forte. Une plante qui a poussé dans la nature contre vents et marées, voilà, dont la graine s'est sélectionnée et a réussi à pousser avec la dureté de ce que peut être la nature dans le milieu sauvage. C'est une plante forte. Et ça se retrouve au niveau énergétique dans l'huile essentielle. Alors que, tu vois, alors qu'une plante cultivée, on prend toutes les graines d'une plante. Elles partent en pépinière ou en pouponnière. Enfin, tu vois, elles sont montées en semis et replantées. Voilà. La plante, elle n'a pas eu vraiment de conditions difficiles. Tu vois, on est dans des plantes, d'ailleurs, la plupart du temps, ben voilà, entre 3 et 5 ans, le pied ne tient pas aux conditions climatiques du sauvage, en fait. Et quand je vais en montagne et que je vois des pieds énormes et magnifiques qui voilà, ont 15 ans, 20 ans, bien évidemment, je sais que voilà, l'huile va être excellente. Mais si on devait faire le parallèle, par exemple, avec un humain, quand on est jeune, on apporte notre fougue, notre jeunesse, notre enthousiasme, notre innocence. Après, on prend en maturité, donc peut-être qu'on apporte un peu plus de sagesse, un peu plus de prise de recul. Est-ce qu'on peut faire un tel parallèle? Là, tu parlais de force pour les plantes. Est-ce qu'il y a des composantes autres que la force qui pourraient interagir dans le résultat thérapeutique de la plante? En termes de, ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si si en quelque sorte, en grandissant, la plante amène une forme de maturité. Je ne sais pas, mais il se trouve que j'aime à penser que si on l'accueille bien et qu'on l'entretient bien et qu'on la renforce d'année en année, parce que c'est ce qui se passe, elle produit évidemment, quand une plante se sent bien, elle va, je suis persuadée que ça va se sentir dans son huile essentielle. Tu vois, alors, est-ce que ça libère une forme de maturité? Est-ce que, en fait, la maturité de la plante va apporter plus de qualité dans l'huile essentielle? Ça, je ne sais pas. Tu vois, ça, on ne peut pas dire. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on voit que le pied de 15 ans est en bonne forme, grande qualité, et que d'année en année, il y a des pieds qui sont mais fabuleux. Hein, on peut espérer que voilà, ça lui fasse du bien et qu'elle soit dans des bonnes conditions pour libérer une belle huile. Alors, l'immortel, on sent que c'est ta plante chouchou. Qu'est-ce que tu mettrais dans ton top 3? Donc, j'imagine il y a l'immortel, mais dans ton top 3 des huiles essentielles à toujours avoir chez soi. Oui, alors, oui, excuse-moi, c'est un petit peu coupé, mais tu me demandais les 3 huiles à avoir chez soi. Alors, bien évidemment, tu te doutes, l'immortel va être dans le top 3. Mais j'ai envie de dire que ça ne va pas être la première. Oh, je suis un peu. Alors, des huiles essentielles, pour moi, et c'est par celle-ci que j'ai commencé, c'est la lavande. Alors, je pense à la lavande officinale. Il y en a toutes sortes de lavande. Hein.
de lavande, donc notamment du lavandin, de la lavande aspic. Nous, on a en Corse la lavande stoicas ou stoichat, ça dépend comment tu l'appelles. Voilà, elles ont toutes des propriétés extraordinaires, mais ma chouchoute, c'est quand même la lavande vraie, celle qu'on appelle la lavande vraie, c'est la lavande officinale. Celle-là, elle a une liste de propriétés qui est tellement énorme que c'est l'incontournable. Après, c'est l'immortel, pour ses côtés anti-inflammatoires, anti-rides, anti-cernes, cicatrisantes, voilà, pour tout ce qui est choc physique, choc émotionnel, elle est incontournable. Et la troisième, j'ai envie de te dire, le laurier noble. Je choisis des plantes quand même de chez nous, hein. Le laurier noble, il peut servir à la fois il remplace un titri, il remplace un ravinzara. Tu vois, il booste les défenses immunitaires, il est antibactérien, anti-infectieux, antimycosique d'ailleurs, anti-inflammatoire. Voilà, donc allez, je ferai ce top 3. Merci à toi. Et alors, je reviens à ton cheminement. Donc, j'entends que tu as commencé finalement par, entre guillemets, l'huile essentielle et que cette huile essentielle t'a amené au parfum thérapeutique. Comment c'est venu ça ensuite? Alors, comme je te disais, j'ai quand même vu qu'au moment de la récolte d'immortelles, il y avait des chamboulements émotionnels chez moi. Enfin, ça a commencé évidemment dans sa propre expérience. Les amis qui venaient m'aider, accueillir, me parlaient de choses complètement dingues, du genre, ils faisaient des rêves de fou au début des récoltes. J'ai même un jour une amie qui est venue m'aider. Au bout de 2 heures, je l'ai retrouvée en pleurs dans le champ d'immortelles. Elle me disait, oui, elle me disait non, mais je sais pas ce qui m'arrive. Et là, j'ai commencé à me dire tiens, c'est drôle quand même que la plante fasse autant d'effets, mais c'est-à-dire juste à l'olfaction, puis peut-être avec le contact avec les mains. Et puis après, comme tu sais, j'ai une maman kinésiologue qui aussi a besoin d'outils thérapeutiques pour avancer au niveau émotionnel. Et avec un groupe de kinésiologues, elles avaient mis en place des formules, des synergies pour venir agir sur les stress primaires et les stress profonds des gens. Ça a démarré un peu comme ça. Et puis, en vérité, les stress profonds, ça ne me parlait pas vraiment. Ce qui me parlait, c'était plutôt la médecine traditionnelle chinoise, l'énergétique, méridien énergétique, etc. Et là, je me suis plongée là-dedans. Je suis allée me documenter. Mais comment, en respirant une odeur, on peut agir sur des émotions? Comment c'est possible, quelque chose comme ça? Et en fait, j'ai vu, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien anatomique dans le cerveau entre le bulbe olfactif, les émotions et les souvenirs. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois enfin souvent ça nous arrive dans notre quotidien, on respire, pof, on est tout de suite porté en arrière. On est porté dans notre pensée vers un souvenir qui est agréable ou désagréable du reste. Ça, c'est le reptilien qui dit j'aime, j'aime pas. Mais en tout cas, ça provoque une émotion. Et justement, ça m'interroge parce qu'une même odeur, comme tu le disais, peut être trouvée agréable par quelqu'un et désagréable par quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que une odeur, du coup, cette même odeur, aura le même impact sur la personne dans son aspect thérapeutique? Par exemple, tu disais l'immortelle, c'est pour les chocs émotionnels. Est-ce qu'elle a le même impact sur quelqu'un qui la trouve agréable et quelqu'un qui la trouve désagréable? Oui, je pense que oui, elle a le même impact. On dit souvent que quand on n'aime pas une odeur, c'est qu'on a à faire avec elle, enfin qu'on doit s'y intéresser. Mais même quand on l'aime, je pense que c'est de l'ordre du souvenir, où il y a quelque chose, quand on respire, a priori depuis notre naissance, on a toutes les odeurs qui sont stockées sous forme émotionnelle dans le cerveau et qui sont rattachées à des souvenirs. Et ça peut être rattaché, bien évidemment, à des mauvais souvenirs et à des blessures qui ont été créées. Tout se joue dans notre enfance, toutes ces blessures, a priori, et voire même avant. Donc, voilà, on a chacun, on est tous uniques et on a chacun notre histoire, notre passif, etc. Donc, il est évident qu'on va avoir une approche tout à fait différente
Et je pense qu'on ne la sent même pas de la même manière, les odeurs. C'est-à-dire une même odeur va être perçue de manière tellement différente autant de fois qu'il y a d'individus, en fait. Mais pour autant, la plante et son odeur va aller agir sur tel ou tel organe ou tel méridien énergétique ou tel comportement. Ça, c'est toujours le cas. Et qu'est-ce qui permet de faire le lien entre une odeur et un état d'esprit, en fait qu'est-ce qui, par exemple, l'immortelle, parce que tu savais par la médecine chinoise ou autre que ça jouait sur les chocs émotionnels, ou qu'est-ce qui permet de faire ce lien-là, en fait? Ou c'est le constat? Enfin, comment tu le... Oui, il y a le constat, il y a beaucoup de sources en fait. Hein. Il y a les textes anciens, il y a c'est une source. Il y a les propriétés physiques de la plante qui sont déterminées par sa composition chimique, c'est ça le chémotype. Hein. Et quand on voit qu'une huile essentielle, alors restons sur l'immortel, soigne les chocs physiques, les bleus, on fait un pas avec les bleus de l'âme et les chocs émotionnels et les blessures, etc. Tu vois, le lien, il est facile. Quand, par exemple, elle s'appelle Helichrysum italicum en grec, Helichrys veut dire soleil. Le soleil dort. Pourquoi? Parce que les Grecs considéraient qu'elle redonnait confiance en soi. Tu vois, qu'elle ouvrait le cœur et qu'elle redonnait confiance en soi. Alors, tu vois, tout ça, c'est lié et après, c'est facile de faire du lien. D'accord. Et alors, je voudrais qu'on en vienne au processus de création des parfums thérapeutiques. Comment ça Ouais. se passe, en fait? Comment ça marche pour toi? Alors, par exemple, pour la gamme j'ai deux gammes importantes. J'ai une gamme que j'ai appelée les Atria émotions et les Atria énergie. Ils n'ont pas tout à fait la même manière de fonctionner. Les Atria énergie, je suis allée chercher les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise qui a cartographié donc tous ces circuits d'énergie du corps qui passent par un organe auquel a été associé, peut-être tu connais, un élément, une émotion, un comportement. Voilà, il y a eu tout un travail qui a été fait. Donc, c'était très facile avec les huiles. Quand, par exemple, on a le méridien de la transformation qui passe par le foie, c'était assez facile d'aller associer des huiles essentielles qui allaient agir au niveau physique sur le foie, donc au niveau comportemental et au niveau énergétique. D'accord, tu vois. Là, c'était, voilà, ça, c'est, donc la transformation, c'est une résistance au changement. Voilà, on est dans un état, voilà. Alors, ça déclenche la plupart du temps une colère. Mais tu vois, la colère, c'est encore c'est une émotion négative. Je ne sais pas comment. Alors, ça, on va rejoindre les atria émotions, mais c'est pas pour rien que quand on a tous des blessures, il ne faut pas rêver, elles sont déclenchées de manière extrêmement différente, mais il se trouve que quand on est déclenché, qu'on appuie sur le bouton et que par exemple on déclenche une colère, on a toujours les mêmes symptômes dans le corps. Ah, Virginie. Comme Alors, ça, voilà, ça y est, ça avait coupé, pardon. on va les Donc, couper. ouais, tu disais qu'on avait toujours les mêmes symptômes dans le corps. Oui, on a toujours les mêmes symptômes, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que quand on est stressé, on a tous les trapèzes qui deviennent du béton. On a des manifestations physiques qui sont toujours les mêmes. Donc ça, c'est facile après de venir avec les huiles essentielles agir sur ces symptômes physiques pour pouvoir dénouer les émotions et l'énergétique. Ça fonctionne dans les deux sens. Mais du point de vue odeur, ces compositions que tu fais par rapport à l'association de l'effet du bienfait de la plante, est-ce que parfois ça crée des odeurs un peu oups? Ou alors, enfin, tu vois, c'est encore Oui, autre chose. je vois bien, je vois bien. Alors, écoute, jusqu'à présent, c'est vrai que quand je crée un parfum thérapeutique, je ne m'intéresse pas étonnamment au rendu final de l'odeur du parfum. Contrairement à quand je fais un parfum d'ambiance, là, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est le rendu. Voilà. Mais il se trouve qu'à chaque fois, ça sent plutôt pas mal. Sauf une fois, j'ai essayé 3-4 fois, et ben, c'était l'acceptation
Je n'ai pas réussi à faire un parfum qui sente bon. Enfin, peut-être que c'est moi qui l'aime pas, celui-là, qu'il faudrait que j'y travaille sur l'acceptation. Tu vois. Mais voilà, j'y arrivais pas. Et après, je me suis dit, après tout, c'est un travail d'acceptation comme un autre, d'accepter, tu vois, accepter l'odeur qui ne nous convient pas et qui nous dérange, fait partie de ce job-là qu'on a peut-être à faire sur l'acceptation. Et j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon, de toute façon, il va avoir cette odeur-là. Et mais à quel moment tu sais que ton parfum, par contre, est terminé? Parce que… C'est quelque chose que je fais très intuitivement. D'accord. Je le sais. Je le sais. Je crois même que à certains moments, avant même de l'avoir fait, je sais ce qu'il va y avoir dedans. Et voilà, je ne multiplie pas non plus les huiles, j'en mets 3, 4, voire 5 maximum. Pourquoi je choisis? Parce qu'on a beaucoup d'huiles qui ont les mêmes vertus. Hein. Pourquoi je choisis celle-ci plutôt qu'une autre? J'ai envie de te dire que c'est plutôt l'intuition qui parle. Hein. Et en parfumerie traditionnelle, on parle souvent de notes de fond, de tête, enfin des choses comme ça. Est-ce que là, ça intervient aussi dans la création des parfums thérapeutiques? Non, je m'en occupe pas de ça. Faudrait, hein, peut-être, mais non, je le fais pas. Non, parce que ça, c'est ce que je veux, c'est vraiment la visée. Je veux que mes huiles, elles aillent travailler, elles aillent faire donner un effet sur la personne. Après, si je me dis, ah bah non, je vais pas utiliser ça parce que ça sent pas bon, tatati, non, je le fais pas. Peut-être c'est moins vendeur, hein, c'est vrai, hein, peut-être, mais voilà. Pas forcément, c'est que c'est pas le même travail, c'est tout. Oui, c'est le même travail. Voilà, je préfère. Ouais. Bon, je te dis encore une fois, quand je fais un parfum d'ambiance, oui, là, je vais m'intéresser à ce qui arrive en premier, à la note boisée, lui donner du corps, etc. Mais pas pour les parfums thérapeutiques. Je suis là pour que ça, enfin, voilà, je fais pour que ça agisse sur les organes. Et alors, du coup, tu es né toi-même ou tu as vraiment une sensibilité, une capacité olfactive particulière? Non, je ne crois pas être née, mais par contre, mon cheminement personnel a laissé la place à très probablement une hypersensibilité et une intuition qui maintenant peut vraiment se révéler, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein, mais là maintenant, et du coup, cette intuition, je l'écoute, je la laisse, voilà, ça se manifeste comme ça. Oui, parce que tu me disais que maintenant, tu crées même des parfums personnalisés qui répondent exactement à la problématique de la personne que tu crées de manière intuitive, tu me disais. Ouais, oui, oui. Alors, je ne peux pas le faire toujours, mais quand ça me prend, c'est vrai, quand on me le demande ou que je le fais pour une amie, là, j'ai en tête une amie qui est partie. Je savais ce qu'elle allait rencontrer, je savais ce dont elle avait besoin, ça m'est venu, voilà, voilà, j'ai composé ce parfum pour qu'elle se sente en sécurité, voilà, je lui ai fait un doudou olfactif. Voilà. Et ça m'est venu, quand c'est clair comme ça, c'est assez étonnant parce que on sait au fond de soi que c'est ça et pas autrement, que c'est pas autre chose. Hein. Je sais je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là que tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est juste, tu sais que, voilà. Et il n'y a pas de questions qui peuvent se poser à côté parce que tu sais que c'est ça. Oui. Toi, oui. Et j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ton rapport à la nature et aux plantes, parce que j'imagine qu'avec ton cheminement, il y a des choses qui apparaissent ou voilà. Bah, ça en fait partie, je crois. Hein. Tu vois, de partir se promener dans les bois, d'abord parce que je vais glaner de quoi. Bah, j'ai commencé à faire d'autres activités. Là, je fais des rituels pour de développement personnel, etc. Donc, je m'amuse, je vais chercher des plumes, des pierres, des petites fleurs, enfin bon, voilà. Donc, c'est vraiment aller marcher,
se retrouver dans les bois, j'ai l'impression que j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça, de sentir ces endroits où on a envie de juste se poser sur une pierre et bah, peut-être c'est une forme de méditation, mais en tout cas, d'être seul avec soi-même et on se dit waouh, la nature est belle, la nature est juste abondante, et on est juste bien en fait. Et on parlait en introduction d'une forme de dialogue avec les plantes. Comment ça se traduit chez toi? Eh ben, en fait, par exemple, on a une plante invasive en Corse, qui d'ailleurs invasive dans toutes les villes. Je crois que les jardiniers en ont mis, mais bon, ça les a un petit peu dépassés, qui s'appelle le faux vernis du Japon. Et à chaque fois que je passais devant ces arbres-là, pouf, il y a quelque chose en moi qui s'arrêtait, qui s'apaisait, tu vois. Et je suis allée chercher, en fait, d'abord, je ne savais pas du tout ce que c'était comme plante. Et j'ai commencé à regarder sur Internet son nom, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'elle avait une part énorme dans non, pas dans la médecine, dans la philosophie chinoise. Que c'était une plante qui ouvrait vers l'infini, que le temps s'arrêtait, que c'était une plante, tu vois, qui avait une espèce d'histoire de culture qui faisait intégrante. Et là, je me suis dit, waouh, c'est drôle qu'à chaque fois que je passe à côté de cette plante, j'ai comme mes pensées qui s'arrêtent. Tu vois, envie de pouf, il y a ce temps qui s'arrête. Donc, du coup, les pensées, la mémoire, on est vraiment. Et j'ai retrouvé dans la philosophie chinoise ça. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle. Et au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à regarder. Bon, il y a des plantes qui m'appellent, par exemple. Là, je me suis rendu compte que j'avais une espèce d'intuition et tu vois, que c'était juste, que je ressentais, en fait, les plantes. Et par exemple, avec l'aquilée de Ligurie, qu'on a chez nous vraiment de manière sauvage, là, elle m'a carrément appelée. C'est une plante dont j'ai eu besoin puisqu'elle traite des bouffées de chaleur et voilà, de ménopause, etc. Et je l'ai carrément, en, en fait, en l'accueillant, il y a des informations qui me viennent. Donc, je sais qu'elle apaise les feux, par exemple. Je sais que pour des gens qui ont des tempéraments bouillonnants ou des choses comme ça, elle va venir calmer. Elle soigne l'utérus. Donc, toutes les femmes qui ont fait des fausses couches ou des choses comme ça, ou qui ont eu à un moment donné l'utérus blessé, dans tous les sens du terme, elle va venir apaiser. Et ça, comment je le sais, je te dirais, je ne sais rien, quoi. Mais est-ce que tu dirais plutôt que quand tu dis elle t'appelle, c'est que elle t'interpelle et tu t'arrêtes à elle parce que tu sens qu'il y a quelque chose à faire avec cette plante, ou est-ce que tu as vraiment la sensation que c'est la plante qui t'appelle pour te faire passer un message? Non, j'ai l'impression que non, c'est pas l'aquilée, je l'accueillais, mais ça me faisait pas grand-chose. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Alors, je sais pas comment sont les circonstances, hein, mais à un moment donné, ouais, ça se passe comme ça. J'ai fait pareil avec la santoline. Et là, par contre, je rejoins plus ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est elle qui m'a appelée la santoline. Et c'est. Et quand tu Oui. dis la santoline m'a appelé, c'est ce pied-là spécifique de santoline ou c'est la santoline dans sa globalité? C'est la santoline dans sa globalité que je voyais, hein, qui est sur les collines, etc. Et à un moment donné, j'y suis allée, je suis allée voir. Et elle m'a fait vomir d'ailleurs, parce que c'est une odeur moi, qui me soulève l'estomac, mais c'est pas grave, je suis quand même allée à sa rencontre, tu vois. Et ce que je perçois de la santoline, je ne sais pas d'où ça vient, mais ce que je perçois, c'est une plante fabuleuse pour les hommes, pour la prostate, etc. C'est une plante qui peut, voilà, qui est très young, qui a besoin, enfin bon, qui peut agir sur les hommes. Et tu me disais aussi que tu voyais les auras des plantes? Oui, mais ça, il faut que je sois en méditation et des choses. Je ne le vois pas tout le temps, hein, c'est pas tout le temps. Mais oui. C'est de quelle couleur? Enfin, à quoi ça ressemble? Non, je ne vois pas de couleur. Je vois.
C'est comme si l'arbre avait été plus important, mais en auréole de lumière plutôt. C'est ça que je vois à certains moments. Quand j'ai fait une grosse méditation ou que je me suis baladée longtemps, à un moment donné, la première fois, je dis « Ouh !» Et alors, quand on a ces perceptions-là, comme les tiennes, qu'est-ce que ça change dans notre existence? Comment ça fait évoluer ton rapport au monde, justement? Je ne sais pas si c'est de ce sens-là. Je crois que c'est quand tu fais le ménage intérieur et quand tu te débarrasses de tes gros meubles, là, tu vois, de toutes tes casseroles, de tes machins, là, quand tu fais le vide intérieur, que tu deviens de plus en plus conscient, parce que c'est comme ça que ça se passe, tu as accès à des informations. Voilà, je pense que c'est accessible à tous, à la condition de faire un peu peut-être le ménage intérieur pour recevoir ces nouvelles informations. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, est-ce que ça change le rapport au monde? Oui, forcément, mais je crois que c'est le travail intérieur. Tu vois, quand par exemple, on se débarrasse de sa blessure d'abandon que beaucoup connaissent et des mécanismes et des automatismes, etc., et qu'on voit et que subitement on est OK avec ça et que c'est apaisé, c'est des questions, on se pose, je t'assure, il y a des questions sur l'existence de la vie ou du sens de la vie qu'on ne se pose plus. Et ça donne, en quelque sorte, ça fait le vide pour autre chose. Et cette autre chose, il se trouve que comme je suis dans les plantes et que je les manipule et que je fais des huiles essentielles, probablement que cette autre chose, c'est le domaine végétal qui est arrivé. Tu vois, je pense un peu plus comme ça. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une forme de communion, d'unité avec le monde végétal que tu peux avoir. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'entends bien? Oui, mais de toute façon, on est tous un, on est tous connectés les uns aux autres, hein. Alors, je pense que ma forme de sensibilité voilà, se porte vers les plantes. Mais alors, je voudrais pas que tu vois ma question comme une provocation parce que ça, c'est pas le sens, mais comment tu vis le fait justement de couper, de manipuler les plantes quand tu as une telle communion avec les plantes, justement? Oui, ça m'a posé des soucis à certains moments. Ce qui me pose un souci, c'est la quantité. Parce que tu vois, c'est pour ça que je fais des toutes petites productions et que j'ai arrêté de vendre en vrac et que j'ai, de mon point de vue, ce rôle de formation vis-à-vis des gens, leur disant, regardez, on n'utilise pas une huile essentielle pure, c'est complètement dingue. Il faut 100 kilos de plantes, donc on va revenir à l'immortel, mais il faut 100 kilos d'immortel pour obtenir 130 millilitres d'huile essentielle, c'est un demi-verre. Donc je dis aux gens, regardez, c'est précieux, c'est à utiliser avec parcimonie. Une goutte d'huile essentielle représente une telle quantité de plantes qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment le rôle que chaque distillateur devrait, ou chaque vendeur devrait faire auprès du public. Sans compter la dangerosité, bien entendu, hein, des huiles essentielles. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je me suis tournée vers des activités qui demandent de moins couper. Mais j'ai pas tellement de culpabilité quand je coupe la plante parce que je sais que je le fais bien. Je le fais pour la renforcer. Tu vois, quand je cueille de l'huile, pas de l'huile, mais quand je cueille la plante, je suis vraiment avec elle. Et je sais maintenant que je ne cueille pas deux plantes deux pieds de la même manière. Parce qu'en quelque sorte, que je vois ce dont elle a besoin et comment elle a besoin d'être cueillie. Il y en a qui ont besoin d'être ratiboisées pour permettre aux jeunes pousses, tu vois, de donner de la force aux jeunes pousses, parce que je vois au centre que ça semble émerger. Et donc, je l'aide, j'ai l'impression de l'aider plutôt. Et puis, il y a des plantes, elles vont bien, etc. Donc, je les coupe, mais je les coupe, il me semble, enfin, dans un respect de la nature, et puis pour l'aider et la renforcer, pas pour la détruire. Je ne prélève pas, tu vois, je n'ai pas ce sentiment d'être prédateur de la plante. Oui, il y a vraiment beaucoup de conscience dans ton approche, en fait.
Oui, j'ai l'impression, enfin j'espère, en tout cas j'y vais avec cet état d'esprit-là. On entend. Et si tu avais un dernier message à nous communiquer que tu voudrais nous transmettre, peut-être parler de tes bâtons de fumigation que tu crées également, là, c'est Oui, récent. oui, j'adore. Parce que je m'amuse maintenant à réduire il n'y a rien qui se jette chez moi. Quand je coupe un brin, je l'utilise complètement. Alors j'en suis à faire des poudres d'encens. Ouais, j'adore. Ouais. Bah, rien. Enfin, j'espère en tout cas que de créer des outils. Je me sens pas thérapeute ni rien, hein. Je crée des outils pour que les gens se sentent mieux, etc. Et j'espère leur donner cette envie d'aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui s'y passe. Voilà, parce que on est sans arrêt sollicité, les sens nous portent vers l'extérieur. Les sociétés d'aujourd'hui nous portent sans arrêt l'attention et le regard vers l'extérieur et juste amener les gens à regarder à l'intérieur de ce qui se passe. C'est un premier pas, je crois. Ouais, tu as l'impression que c'est l'élan qui porte tout ce que tu as fait? Oui. Ah oui, oui, clairement. C'est Voilà. c'est une jolie démarche. Et c'est un beau mot de la fin. En rajouter un autre peut-être, ou c'est bon pour toi? Ça va. Merci beaucoup Virginie, merci pour le temps que tu nous as consacré. Je rappelle que toutes les informations pour retrouver le site atria.com de Virginie et puis pour pouvoir la contacter sont dans le descriptif de la vidéo. Donc merci Virginie, merci aussi à toi de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire et tu pourras ainsi suivre tous les prochains épisodes. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt. Donc, merci à vous.